Il était très important pour nous, chercheurs qui avons travaillé depuis une bonne vingtaine d'années sur les questions d'économie sociale et solidaire, de voir que le travail que nous avons accompli en termes de recherche, mais aussi en termes de plaidoyer, est désormais entendu, qu'il y a des services étatiques, notamment des ministères, des secrétariats d'État, qui sont consacrés à ce secteur, qui réfléchissent pour doter l'État du Sénégal de politiques liées au développement de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui devient très important dans le monde, un peu partout. Il occupe plus de 12% du produit intérieur brut partout en Europe. Nous considérons qu'il occupe au moins 60% des actifs sénégalais et fournit également plus de 50% de notre produit intérieur brut. Donc ce n'est pas un secteur ordinaire, c'est un secteur très important pour notre économie. Et notre plaidoyer, c'était de montrer qu'il a un ancrage historique très important au Sénégal, qu'il a un ancrage social et symbolique très important. Il est présent parmi nos langues, nos proverbes, et qu'il a besoin d'être organisé, d'être structuré, d'avoir des lois qui la réglementent. Et donc, c'est pour ça que nous avons apporté notre contribution à travers ce forum économique pour le salon sur l'économie sociale et solidaire, ce premier salon qui est organisé au Sénégal. Le secteur informel est pour une très grande part de ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous considérons que ce secteur s'appuie sur des relations, ce qui est un des principes qui gouvernent le secteur de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde. Ce secteur s'appuie sur sa finalité sociale, sa capacité de redistribution, sa capacité de résilience. Et ce sont des éléments très importants qui définissent l'économie sociale et solidaire. Et tout le monde sait le poids économique que ce secteur occupe dans notre pays. D'ailleurs, quand on a une définition plus large, on peut même y mettre l'agriculture familiale, on peut y mettre les éleveurs. Donc, beaucoup de secteurs économiques partagent les principes de l'économie sociale et solidaire. Il doit être développé par un ministère, mais à mon avis, dans l'avenir, il doit être un des ministères clés de tout gouvernement au Sénégal. Ce n'est pas une anarchie, c'est un secteur, comme tous les autres, qui a besoin, dans un pays qui veut se développer comme le Sénégal, qui a besoin d'être organisé, qui a besoin d'être structuré, mais surtout qui a besoin d'être aidé. C'est un secteur qui est laissé à lui-même. Donc quand un secteur est laissé à lui-même, il s'auto-organise avec ses moyens. Mais si on y met les ressources nécessaires, c'est un secteur qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Ce salon est un moyen, un moment d'exposition très importante de ce secteur. C'est la première fois au Sénégal, même si nous avions organisé il y a une dizaine d'années une grande rencontre internationale de l'économie sociale et solidaire qui avait organisé une caravane jusqu'au Mali. Mais là, c'est les États qui se réveillent par rapport à ce secteur, qui créent des ministères, qui développent des lois et des règlements. Et c'est ça le grand progrès que nous connaissons aujourd'hui. C'est un paradoxe, effectivement, mais ce paradoxe-là est partagé partout dans le monde. Hein. Même aux États-Unis, là où c'est la mecque du libéralisme, il y a aussi des secteurs d'économie sociale et solidaire qui se développent. Donc c'est surtout des secteurs qui viennent des acteurs, qui viennent de la société et que les États désormais commencent à réellement organiser. Et c'est le lieu véritablement de se féliciter des avancées que nous connaissons au Sénégal par rapport aux initiatives étatiques pour le secteur, pour que le secteur se développe. Le centre d'intérêt, c'était de dresser l'histoire de l'économie sociale et solidaire dans l'environnement sénégalais. Et j'ai essayé de montrer que lorsqu'on regarde l'évolution des sociétés africaines, on a des références assez fortes
qui mentionne l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance de la solidarité et l'importance du travail entrepreneurial. On peut remonter dès 1936 dans la charte du Mandé, c'est explicite ces références au travail entrepreneurial et communautaire. Mais on peut aussi, plus proche de nous au Sénégal, remonter à la révolution Torodo, où Almami Souleymane Baal avait insisté sur l'éthique, sur la démocratie et sur l'éthique du travail. Et on peut remonter à plusieurs de nos références propres où on peut voir que nos sociétés sont des sociétés où le travail a un rôle central. On peut même dire que c'est des sociétés travaillistes où la valeur libératrice passe par le travail. Et ce sont aussi des sociétés fortement solidaires, communautaires. Et donc l'entrepreneuriat se passe à l'échelle des communautés. Et donc économie sociale et solidaire s'entend sous ce rapport-là. Entreprendre pour innover, entreprendre en s'associant, entreprendre autrement pour faire en sorte que le travail puisse être le facteur libérateur justement de l'épanouissement de l'être humain. Oui, d'abord, le premier principe, c'est l'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire. Deuxième principe, son ancrage communautaire. Troisième principe, son ancrage démocratique. Et c'est donc des groupes qui œuvrent autrement. Vous devrez créer des richesses, mais les richesses que vous devrez créer doivent être redistribuées dans l'environnement dans lequel vous fonctionnez avec les acteurs qui sont considérés. Par exemple, si vous êtes organisé en coopérative, la fonction de la coopérative est certes de générer des ressources, mais de faire en sorte que l'activité soit une activité d'utilité sociale et environnementale. Et donc cet ancrage dans l'économie, dans le développement communautaire, dans le développement de l'intérieur des sociétés, ça c'est la marque de l'économie sociale et solidaire qui finalement devient une alternative au modèle qu'on peut considérer que du néolibéral. Pourquoi? Parce que, vous savez, le capitalisme a créé un certain nombre de richesses, mais aussi a créé un certain nombre de déviances dans le fonctionnement des sociétés. Or, l'économie sociale et solidaire développe en son sein, de manière intrinsèque, des mécanismes de régulation qui lui sont propres. Premier principe, vous devrez avoir une activité qui a une utilité sociale et environnementale. Deuxième principe, le développement d'une communauté se passe dans la solidarité. Troisième principe, les règles de fonctionnement de l'entreprise ne doivent pas être extérieures aux acteurs qui sont impliqués directement, mais plutôt de faire en sorte que ces acteurs soient suffisamment impliqués. Voilà donc un certain nombre de principes qui sont aux antipodes de ce que nous avons actuellement. Par exemple, ce que l'économie sociale et solidaire développe assez fortement, c'est de valoriser les produits des terroirs. Au lieu de favoriser la grande distribution des produits qui nous viennent des supermarchés, qui sont des produits quelquefois fades, qui sont des produits froids également, que ce soit la richesse créée dans l'environnement local concerné qui soit mise en avant, parce que c'est de cette manière que le développement va se réaliser. C'est que chaque acteur, des groupes d'acteurs sont impliqués dans la production, mais doivent aussi être impliqués dans le processus de toute la chaîne de valeur, de manière à ce que ceux qui produisent puissent bénéficier de leur production. Et si lorsque, dans le système capitaliste, le producteur est celui qui bénéficie le moins des richesses qu'il a contribué à créer, parce que c'est plutôt la distribution qui prend la part du marché la plus importante, alors que le producteur, qui est à la tâche au quotidien, qui est à la base de la matière première, devrait aussi bénéficier assez fortement de son labeur. Oui, au Sénégal, on a une expérience assez intéressante. Déjà, comme j'avais dit, c'est des sociétés organisées sur la valeur travail.
Deuxièmement, nous avons un certain nombre de traditions références, mais un rôle que le mouvement associatif a joué depuis de nombreuses années en s'organisant dans des coopératives, dans des mutuelles, dans des associations entreprenantes. Et nous avions eu aussi l'expérience du socialisme autogestionnaire, notamment sous la houlette du président Mamadou Dia, avec au centre l'activité coopérative, mais aussi l'animation rurale, la création d'écoles de formation, notamment l'ENEA, le centre des cadres ruraux de Bambey, pour créer les conditions pour que le producteur rural soit accompagné suffisamment pour tirer profit de son travail, du labeur dont il fait preuve au quotidien. Et cette expérience a connu des moments de panne, parce que le modèle des coopératives était perçu comme étant venu du dehors. Et progressivement, on a vu, à mesure que la société évoluait, la société se rappropriait à nouveau le modèle de l'entreprise collective, qu'on appelle coopérative, mutuelle ou association entreprenante. Et ça a donné un certain nombre de mécanismes d'organisation sous forme coopérative. Par exemple, quand quelqu'un est dans un quartier quelconque, lorsque sa famille n'est pas proche, n'est-ce pas, il peut s'appuyer sur le daïra du quartier, qui peut lui servir de mécanisme de trouver de la parenté, de mécanismes d'interconnaissance qui permet de prendre en charge certaines cérémonies. Et lorsque, dans des situations de désastre, en fait, quelqu'un meurt, on voit bien que les sociétés coopératives funéraires prennent en main l'organisation de la cérémonie, le transfert à Tivaouane, à Touba ou ailleurs, et pour lui donner à la personne humaine toute sa dignité jusqu'au bout de sa vie.